Salut à tous, on est de retour, roue libre est de retour, l'émission vélo de la First Team. Je suis très heureux de vous retrouver. Heureux parce que je suis entouré de mes copains dont Polo. Comment vas-tu, Polo? Ça va très bien. Une belle matinée, bien sport avec notamment le tournage des pistonnets. Mais là, maintenant, on est chaud pour parler vélo. Très content d'être avec vous, les gars. Exactement, Polo. D'ailleurs, on a un programme assez chargé et on va peut-être évoquer pendant l'émission le Mont Ventoux Challenge. Où était notre ami Robin? Est-ce que c'était bien la Provence? C'était très sympa. Profites-en parce qu'on ne va pas l'évoquer, comme l'a dit Joseph. Donc, si tu as envie de dire un mot là-dessus, c'est maintenant. Regarde, là, on l'évoque. J'avais jamais eu la chance d'y aller. C'était très sympa. Carpentras, Bédouin, le Mont Ventoux, c'était très sympa. 2 jours un peu. En plus, on avait de la fraîcheur en haut du Mont Ventoux à presque 2000 mètres d'altitude. Donc 2 jours un peu. On a pu profiter avant de revenir ici. Fais-nous nous sentir un peu en vacances, mon Robin. Ça nous fait plaisir, hein, histoire qu'on sente un peu de soleil. Parce que si putain, la chaleur est monstrueuse, mais je ne me sens pas en vacances, bizarrement. Le soleil, j'ai plus envie de le sentir, justement. On va regarder le sommaire de l'émission, qui est chargé, le sommaire, parce qu'on va avoir un débat sur Jumbo Ineos, vraiment un duel. Alors, on va se poser notamment cette question, parce que Ineos et Jumbo ont déjà tapé du poing sur la table, notamment sur le Tour de l'Ain. Et en fin de débat, on va avoir une petite preview du Dauphiné, parce que les line-up de ces deux équipes-là sont monstrueuses, et ça annonce un vrai duel pour le Tour de France. Focus, débrief de Milan-San Remo, gagné par Wout van Aert, devant Julien Alaphilippe, et on aura une bonif, une longue bonif comme on a fait sur les 2 dernières émissions, où on va s'intéresser au Tour de Lombardie, qui va être cette année un peu différent parce qu'il se déroule en même temps que le Critérium. Il y a plein de favoris qui ne seront pas présents, mais ça risque quand même d'être une très très belle course, et forcément vous allez nous donner tous vos pronostics. On commence l'émission avec le calendrier de la semaine pour être tout à fait clair. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Il va y avoir là aujourd'hui, il n'y a pas de vélo, mais il y en a à partir de mercredi jusqu'à dimanche. Du coup, le Critérium du Dauphiné qui est un peu raccourci par rapport aux autres années. D'habitude, il y a 8 étapes, je crois. Cette année, il y en a 5. Qui est diffusé sur Eurosport, le Tour de Lombardie samedi. Et sur France TV aussi. Et sur France TV, oui, mais tu sais quoi, Polo, j'ai pas envie de dire France TV, parce que France TV, qu'est-ce qui s'est passé sur le Tour de l'Ain? Ils ont tout simplement arrêté l'étape après à 7 km de l'arrivée. Donc pour mettre un programme national, global, un programme national. C'était c'est le revers de la médaille. On a sur les chaînes régionales de France 3, on a des courses qui sont diffusées parfois que sur ces chaînes-là. C'était le cas du Tour de l'Ain. Mais malheureusement, les coureurs sont allés un peu trop vite et on n'a pas eu la fin de l'étape. Mais quand on entendait les commentaires, je pense que Thierry Adam et Bernard Thévenet eux-mêmes étaient très déçus de pouvoir commenter les derniers kilomètres. Exactement. Donc, suivez plutôt sur Eurosport. Il n'y aura pas de coupure. Il y aura le Grand Piémontais mercredi sur la chaîne L'Équipe, qui est la course de préparation en gros pour le Tour de Lombardie qui aura lieu samedi. Et on note aussi de dimanche à mercredi prochain, il y aura le Tour de Wallonie. Il y aura quelques noms. Si vous pouvez aller checker ça, vous allez voir, c'est intéressant. Voilà. La première, c'est apparu. C'est très bien, Erwan, Tom. On peut y aller direct sur Bardet. Tour de table. Tour de table, effectivement. On en a énormément parlé. D'ailleurs, on en avait fait l'émission. Si vous voulez aller voir ce qu'on pense de cette information, Bardet qui signe chez Sunweb pour 2 ans. Vous allez sur l'émission avec la vignette de Alaphilippe. Il y a un focus AG2R. Et notamment, on a parlé de Bardet chez Sunweb, Polo. C'est officiel. Bah ouais, c'est officiel. Nous, on en avait parlé avec Robin. Donc, en un mot, rapidement. Pas surprenant, hein, on l'avait dit, il a expliqué les raisons de son choix, des raisons qu'on avait déjà avancées dans l'émission dans laquelle on avait parlé d'AG2R. C'est bien, c'est très bien pour lui, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On en a déjà beaucoup parlé. Je crois qu'on avait fait nos pronostics un peu il y a 2 semaines, partira pas, on s'était à peu près tous mis d'accord sur le fait que c'était le moment de partir, et surtout que compte tenu du fait qu'il n'avait pas annoncé de prolongation avec AG2R, ça sentait le départ, donc voilà, c'est confirmé désormais. Il y a un départ chez AG2R, mais il y a une arrivée avec l'arrivée de Greg Van Avermaet chez AG2R Citroën. Du coup, maintenant, il va falloir s'habituer à dire AG2R Citroën. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Citroën va recevoir. Oui, je l'ai senti cool. Là, il sourit. Parce qu'en fait, sur plein de photos, il sourit pas, Greg Van Avermaet. Donc, je l'ai mis en train de sourire. 3 ans. Et là, c'est un des coureurs les plus impressionnants de la décennie qui vient chez AG2R pour les Flandriennes. Ouais, et ça va avec d'autres signatures aussi, celle qui est annoncée de Bob Jungels et celle de Marc Sarrault qui a été annoncée ce matin aussi. Donc pour former un groupe sur les classiques. Charles aussi. Voilà, Michael Charles, coéquipier de Van Avermaet. Et l'autre dont le nom m'échappe. Et oui, pour créer un groupe sur les Flandriennes qui va être vraiment impressionnant, parce que ça va se joindre en plus à Oliver Nassen qui était déjà un des cadors sur les courses pavées. Donc ça va être très très intéressant de suivre AG2R sur la campagne flandrienne. Pas cette année, pas encore, parce que Oliver Nassen sera un peu tout seul cette année, mais à partir de l'année prochaine. On va suivre lentement mais sûrement toutes ces officialisations-là. Et il y a une dernière
dernière dont on voulait vous parler, c'est celle de Ivan Garcia Cortina qui arrive chez Movistar. Polo, il avait battu Sagan sur Paris-Nice, notamment en début de saison. Il a 24 ans, typé un peu Tour des Flandres. Mais c'est un transfert, on ne s'y attendait pas forcément, qu'il y ait un coureur comme ça qui rejoigne la Movistar, qui n'est pas forcément l'une des équipes les plus en vue depuis le début de saison. Bah ouais, il me paraissait bien chez Bahrain Maïda, puis Bahrain McLaren maintenant. Il montait en puissance dans une équipe qui avait l'air de lui faire confiance. Il va chez Movistar, dont la stratégie est quand même un peu hasardeuse ces derniers temps. Je l'explique pas. Il va être un peu tout seul sur les Flandriennes. Il va être un peu tout seul sur les Flandriennes. Alors que chez Bahreïn, je pense qu'il y a quand même un peu plus de réservoir pour l'aider sur ce genre de course. Donc étonnant, écoute, on verra. Et joli talent pour boire sans les mains. On voit sur la photo, si on peut la remettre, il est impressionnant. Voilà. Ouais. On voit derrière Joseph. Merci pour cette information de qualité, mon Robin. tu mets des belles photos, il faut le souligner. Ouais, c'est vrai. Sur les Strade Bianche. Sur les petites Strade Bianche, d'ailleurs, j'arrête pas de me faire reprendre, vous avez bien raison. Bon, voilà, c'est terminé pour cette petite introduction. Il va y avoir plein d'officialisations. On va les suivre petit à petit. Mais quant à nous, on va passer au débat parce qu'il y a énormément à dire sur la Jumbo et sur Ineos. C'est parti. Notre débat, donc du coup, vous allez voir cette question qui va s'afficher. Jumbo-Visma, enfin un adversaire de taille pour Ineos. Alors, on va se demander je vais vous demander si vous pensez si ces deux équipes sont véritablement les plus fortes pour le Tour de France. Déjà, ça va être la première question. Et on avait vu sur la route d'Occitanie gagnée par Bernal notamment, il y avait eu, très clairement, un point qui avait tapé sur la table du côté d'Ineos. Mais il y a eu une course cette semaine, le Tour de l'Ain. On va en voir le classement général final qui va vous montrer, si par hasard vous ne l'avez pas suivi, que Jumbo-Visma, première course de la saison, qui met ses coureurs premier, Primoz Roglic, troisième, Steven Kruijswijk, quatrième, George Bennett et Tom Dumoulin qui est arrivé 11e. Et derrière, on a Egan Bernal qui a terminé deuxième. Mais tous les équipiers entre guillemets, Jonathan Castroviejo 13e, Geraint Thomas 34e et Christopher Froome 41e. Il y a eu très clairement... on a tous regardé cette course-là en disant « Ok, il s'est passé quelque chose ». Paul, est-ce que tu peux nous raconter déjà ce Tour de l'Ain, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu t'attendais à voir Jumbo-Visma être aussi impressionnant, prendre la course en main ? Ah bah oui, on s'y attendait, c'était leur course de reprise. Tu parlais d'Ineos qui a tapé du poing sur la table sur la route d'Occitanie. La Jumbo-Visma n'y participait même pas. C'était la grande reprise de la Jumbo avec tous ces cadors, ceux qu'on voit derrière toi. Roglic, Kruijswijk, Bennett, Dumoulin, avec des pics de forme différents selon les coureurs. On l'a bien vu, on a vu notamment un Dumoulin qui n'est pas encore prêt, au contraire notamment d'un Roglic. Dumoulin qui faisait sa reprise après plus d'un an sans compétition. Donc avec encore des problèmes de genoux, qui a eu des problèmes de genoux pendant toute l'année. Voilà, donc à partir de là, le Tour de l'Ain, c'était quand même une course hyper intéressante dans le sens où les deux trains se sont vraiment mis en ordre de marche. On a vraiment vu les deux prochaines superpuissances qu'on verra sur le Tour de France. Ça, c'est à n'en pas douter. Je pense que Robin, tu es d'accord avec moi, que ce seront les deux grandes équipes de ce Tour de France. Après, je pense qu'il y aura d'autres questions à se poser. Certes, le Tour de l'Ain a donné un vainqueur, a donné quelques indications, notamment sur la forme de Roglic actuelle, sur la forme de Bernal actuelle, sur la forme de Dumoulin, de Froome et de Geraint Thomas actuel. Mais est-ce que ces indications d'aujourd'hui sont les indications la fin du Tour de France? C'est quand même dans un mois et demi. Voilà, moi j'attends quand même de voir. Ça se rapproche, mais il est encore tôt. À cette même époque, on se souvient qu'un Roglic, à peu près à ce même type de période, avant le Giro l'an passé, avait ce même genre de résultat et n'a pas su aller au bout du Giro. Donc, mais bref, je pense qu'on y viendra plus tard dans le débat. Il y a eu des indications sur ce Tour de l'Ain, mais est-ce que de là en tirer des conclusions? Je pense que c'est encore un peu rapide. Est-ce que tu as pris du plaisir, toi, déjà, à voir Jumbo-Visma avoir Ineos être challengé par une équipe, parce que c'est pas arrivé ces dernières années avec la superpuissance de la Sky puis Ineos. Tout à fait, tu posais la question, est-ce que Jumbo est le plus gros adversaire d'Ineos aujourd'hui? Oui, je pense largement, et c'est même le plus gros adversaire de l'histoire de l'équipe Ineos, anciennement l'équipe Sky, puisque le gros adversaire qu'on avait eu depuis quelques années, c'était Movistar, avec Quintana et Valverde notamment, et pour moi ça n'a jamais atteint le niveau de cette équipe Jumbo-Visma, et surtout c'était une équipe tellement différente, Movistar, qui misait sur des
des purs grimpeurs finalement, Quintana et Valverde, que c'était trop facile à gérer pour l'équipe Sky. Il suffisait de mettre un gros train, de cadenasser la course et c'était terminé. Ensuite, il y avait les chronos qui faisaient la différence. C'était très facile finalement de cadenasser Quintana. Alors que là, cadenasser Roglic et Dumoulin, ils roulent aussi bien, voire mieux que les grimpeurs rouleurs de la Sky, d'Ineos. Et puis en montagne, eux aussi, ils sont capables désormais de mettre un train qui potentiellement va faire sauter les coureurs d'Ineos. Et on l'a vu sur ce Tour de l'Ain, c'est Jumbo qui a mis en place le train. Et c'est Thomas et Froome qui ont lâché, en faisant aussi une part du travail. Mais à la fin de la montée, on avait 3 Jumbo pour un seul Ineos qui était Egan Bernal. Et forcément, sur la fin, ça devient difficile pour Bernal qui nous a... En plus, alors on ne sait pas trop s'il bluffait ou s'il était vraiment pas au top parce qu'il réattaque dans le final, mais à un moment il semblait un peu lâché. Il a passé une bonne partie de la montée du Grand Colombier en queue de groupe, malgré le fait qu'il y avait un moment Froome qui tirait le groupe de favoris, ensuite Castroviejo. Lui, il était beaucoup plus reculé. Il n'était pas tout le temps dans les premières positions. Roglic le surveillait un peu. Mais donc oui, je pense qu'on a eu, comme tu dis, un tournant dans l'histoire finalement des grands tours et des courses par étapes des dernières années, puisque pour la première fois, Ineos a perdu. La seule fois où on remarquait une vraie défaite de Ineos ou de Sky depuis 7-8 ans, pour moi, c'était le Dauphiné en 2017, mais sauf qu'ils ne perdent pas face à leurs futurs rivaux du Tour. Ils perdent face à Fuglsang, dont Froome fait 4e, je crois, et ils perdent face à Fuglsang, Dan Martin et Richie Porte, qui ne sont pas finalement ceux qui prétendaient à lui chipper le Tour de France. C'est pas Bardet, c'est pas Quintana. Tu croyais pas en Fuglsang sur le Tour? Et ça s'est confirmé. Oui, donc voilà, il a jamais perdu, ils n'ont jamais perdu face à leurs grands rivaux qui pouvaient être Quintana ou Bardet les années précédentes. On a la sélection probable avec une énorme faute d'orthographe d'ailleurs, improbable, j'ai mis un S improbable sur le Tour. Qui devrait être officialisée telle quelle, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer, avec 3 leaders annoncés en gros, Roglic, Kruijswijk, Dumoulin, et puis derrière 5 équipiers, Bennett, Van Aert, Racing, Martin et Sepp Kuss. Polo, déjà très bien corrigé ton. Dan Martin, voilà. Non, merci, merci les gars. C'est ni Guillaume Martin ni Dan Martin, Joseph. C'est Tony Martin. Tony Martin. J'ai dit quoi? T'as dit Dan Martin. Ah, j'ai dit Dan Martin. Ouais, très bien. Mais j'ai pas dit Guillaume Martin. Au moins. J'ai fait une erreur, mais m'en pas deux sur le dos. T'as dit Martin, mais oui, c'est Martin, oui. Voilà, dans le texte. c'est Martin. Polo, première question. Est-ce que pour toi, Roglic est seul leader ou est-ce qu'on se dirige vers une équipe à 3 leaders? Ah bah non, une équipe, je pense qu'on se dirige même vers une équipe à 4 leaders. 4 leaders? Ouais, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la route et la montagne mettra tout le monde à sa place. C'est que Tom Dumoulin l'a très bien dit. J'ai vu une interview de Bennett aussi qui l'a dit. Je pense que Roglic et Kruijswijk doivent partager ça. Je pense que au moins Roglic, Kruijswijk et Dumoulin vont partir avec l'espoir de gagner le Tour de France. Tu crois Kruijswijk pense à gagner le Tour? Tom Dumoulin l'a dit. Oui, avec mais Roglic. ça c'est du politiquement correct. Oui, mais non, c'est pas vraiment politiquement correct puisque Roglic, Dumoulin dans cette interview dit avec Roglic et Kruijswijk, on part tous les 3 dans l'objectif de gagner le Tour de France. Kruijswijk, pour toi, dans sa tête, il croit qu'il va gagner le Tour? Moi, je crois que dans sa tête, il va gagner le Tour. Mais par contre, je crois que la montagne va mettre chacun à sa place et que quand la montagne va mettre chacun à sa place, c'est à ce moment-là que le leadership chez Jumbo-Visma sera décidé. Mais là, et c'est là la grande différence avec Ineos, c'est que la hiérarchie n'est pas claire. Pour moi, il y a quand même Bennett est le dernier de la hiérarchie dans les 4, Kruijswijk est le 3e, et la hiérarchie elle n'est pas claire entre Roglic et Dumoulin. 3e, pourquoi? Il fait quand même 3e du Tour l'an passé. Parce qu'il n'a jamais gagné le Grand Tour. C'est les 3 derniers Grands Tours, Kruijswijk. Mais on l'a vu, le podium de l'année dernière. Le podium de l'année dernière, est-ce qu'à 1 seconde, il a inquiété Pinot ou Bernal? Jamais de la vie. Alors que Roglic, il a gagné la Volta, il a battu tous ceux qui étaient là. Dumoulin, il a déjà gagné le Giro. Il a déjà fait des grosses performances sur des courses d'une semaine. Kruijswijk, il gagne rien. Kruijswijk, il ne peut pas gagner le Tour. Et si Roglic, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Roglic est en forme, comme il l'était en début de saison 2019, comme il était en début de saison 2018. Est-ce que Roglic sera tout aussi en forme en 3e semaine du Tour de France? Est-ce qu'il ne va pas craquer comme il a fait au Giro l'an passé? L'année dernière, Kruijswijk, il fait 3e du Tour de France. Mais qui est-ce qui bat finalement? Derrière lui, on a des Bourgman, on a Bardet qui fait un mauvais tour, on n'a pas de grands noms. Froome n'est pas là, Quintana est rincé, Pinot ne termine pas le tour. Valverde fait top 10 aussi. Ouais, Valverde il est plus dans les favoris du Tour. Dumoulin n'est pas là, Roglic n'est pas là. Là, Kruijswijk, si on le met dans la hiérarchie de cette année, sur le Tour de France au départ, il doit terminer logiquement sur le papier derrière Bernal, derrière Thomas, peut-être même derrière Froome, derrière Pinot, derrière Roglic et derrière Dumoulin. Il y a au moins 6 coureurs qui doivent terminer devant lui. Il y a eu 2 déclats, on va les prendre dans nos filades, les gars, merci.
Par rapport à cette question de leadership autour de la Jumbo-Visma, d'abord Primoz Roglic qui dit c'est plutôt simple, on veut gagner le Tour avec l'équipe et c'est le meilleur qui gagnera à la fin. Ce sera toujours une course honnête et j'ai vraiment hâte d'y être. Il y a une autre déclaration, celle de Tom Dumoulin, qui dit je voulais rejoindre une équipe où je n'étais pas le seul leader toute l'année. Kruijswijk, Roglic et moi, nous voulons la même chose, gagner le Tour. Nous devrons accepter durant le Tour que peut-être un coéquipier sera meilleur. C'est ça. Mais il fait le jeu d'équipe. Tout l'intérêt là, c'est qu'on se souvient du Tour 2018 avec Roglic et Kruijswijk qui se marchaient dessus. Et d'ailleurs, ça leur a coûté très cher, notamment sur la dernière étape, même si Roglic gagne l'étape. Sur la dernière étape pyrénéenne, ça leur a coûté très cher en termes de stratégie, alors que Froome était en difficulté et que Geraint Thomas, Froome était en difficulté, notamment Roglic pour était assurer moins le fort. podium. Roglic a progressé depuis. Et Rien Roglic qu'entre 2018 et 2019, c'est plus le même coureur. Au-delà de la force intrinsèque de ces coureurs, moi, ce qui m'inquiète, c'est les stratégies que vont devoir mettre en place la Jumbo-Visma, qui a déjà eu du mal à gérer deux favoris dans une même équipe. Est-ce qu'avec un troisième, qui est Tom Dumoulin, qui a des choses à revendiquer, qui a quand même fait deux fois deuxième du Giro et Tour de France il y a 2 ans, et qui a gagné le Giro en 2017, va falloir être clair, et c'est là, de mon point de vue, où Ineos a encore un avantage, c'est qu'ils ont cette expérience de gagner et ils savent dire ah bah là c'est Geraint Thomas qui a pris le maillot jaune, il est minutes d'avance, maintenant Froome tu restes à ta place. Là c'est Egan Bernal, maintenant Geraint Thomas tu restes à ta place. Et ça j'ai aucun doute sur le fait qu'Ineos saura le faire. Mais par contre, la Jumbo-Visma, je suis beaucoup plus inquiet. Et d'ailleurs, le fait est, c'est que depuis le début de ce débat, on parle que d'eux. Et c'est en ça que ça m'inquiète beaucoup. Parce que eux, je ne suis pas sûr qu'ils aient cette transparence dans l'équipe pour pouvoir mettre en place ce genre de stratégie. On a évoqué la Jumbo-Visma, maintenant on va évoquer un peu plus Ineos. Cette sélection, on a aussi des rumeurs qui sont plus à l'état de rumeurs. C'est pas si clair que ça, les noms qu'on va avoir. En tout cas, l'équipe, hier... C'est officiel ou pas, Joseph c'est pas, justement, c'est pas officiel. C'est une information de l'équipe qui dit à peu près la sélection probable sur le Tour du team Ineos. Voilà celle qu'elle devrait être. Il va y avoir Bernal, il va y avoir Thomas, il va y avoir Pavel Sivakov, le Français qui est naturalisé russe. S'il gagne le Tour, je te dis qu'il est français. Un peu, j'ai aucun c'est problème. clair. En termes d'équipiers, il va y avoir Dylan Van Baarle, Jonathan Castroviero, Kwiatkowski et Tao Gegenhardt. Derrière, il reste une seule place. Allez savoir qui il y aura. Il y aura Christopher Froome, Luc Rowe ou Eddie Dunbar. Déjà, ou toi, Amador. Ou André Amador. Effectivement, je ne l'ai pas mis. Robin, toi, qu'est-ce que tu penses de cette sélection? Qui pourrait prendre la dernière place? J'espère que ça va être Froome quand même. Si c'est pas Froome, c'est quand même, pour moi, de mon point de vue, un énorme manque de respect envers un mec qui t'a gagné 4 fois le Tour de France. Est-ce que Froome, c'est le meilleur choix pour battre la Jumbo, par exemple? Moi, je pense que oui, parce qu'ils savent gérer ça. C'est-à-dire que si Froome vient et n'est pas au niveau, c'est pas très grave, ça te fait un équipier en plus qui sera pas moins bon que Rowe ou Dunbar pour faire le train en montagne. Et puis si jamais Froome est au niveau, ça te fait une 3e carte à jouer et une chance en plus de gagner le Tour, sait-on jamais. Il a montré sur le Tour d'Italie en 2018 qu'il savait renverser des situations. Il a montré sur le Tour de France déjà à 4 reprises qu'il savait gérer un maillot jaune. Voilà, alors il y a l'inconnu de sa grosse chute sur le Dauphiné l'année dernière et le fait que depuis, il ne soit pas revenu encore très fort, qu'il n'ait rien gagné, mais on ne lui laisse pas non plus l'opportunité pour l'instant, puisque sur la route d'Occitanie et sur le Tour de l'Ain, on lui demande de faire l'équipier pour Egan Bernal. Qui sait s'il n'avait pas joué sa carte, s'il ne se serait pas battu avec les autres, s'il n'aurait pas été dans le groupe, alors peut-être battu par Bernal et Roglic, oui, mais peut-être avec Dumoulin, avec Quintana, et on n'aurait pas dit que c'était scandaleux. Avec Guillaume Martin. Voilà, avec Guillaume Martin, tout à fait. Donc, donc finalement, moi je trouve que déjà, en fait, le positionner dans cette situation où on dit que si Froome vient sur le Tour, c'est le 8e coureur, c'est le dernier sélectionné, c'est lui manquer de respect énormément. Si tu veux pas prendre Froome sur le Tour, le prends pas, mets-le sur le Giro, dis voilà, on répartit le leadership. Ça peut presque s'entendre et tu fais passer ça pour un choix qui convient à tout le monde, même si on sait très bien au fond que Froome veut faire le Tour. Mais le prendre en lui disant t'es le dernier homme qu'on prend, après Georg Gegenhardt, après Castroviejo, après Kwiatkowski, après Sivakov, qui n'a pour l'instant jamais disputé le Tour de France, pour moi, c'est un manque de respect. Surtout, regardons qu'aujourd'hui, Froome, c'est loin d'être le plus ridicule de l'équipe Ineos. Oui, il n'est peut-être pas au niveau qu'il a eu, mais est-ce que
On a perdu quelque chose. C'est parce que t'étais trop long, je voulais demander à Polo. Je voulais t'arrêter. Je voulais demander à Polo. Du coup, si vous... Non, je t'ai vu que t'as gueulé sur les réseaux sociaux à ce propos-là, parce que toi aussi, tu penses comme Robin que Froome devrait faire partie du Tour de France. Alors, si on peut revoir la liste d'ailleurs les gars, mais il y a beaucoup trop d'incohérences dans cette liste. Et le point d'orgue, c'est ce manque de respect. Robin, tu l'as très bien dit, ce manque de respect envers Christopher Froome, qui est sur le papier et pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe et même encore aujourd'hui sur la forme qu'il a, parce que je suis désolé, ce qu'a fait Froome sur le d'Occitanie en tant que coéquipier, merci beaucoup les gars, en tant que coéquipier c'est très intéressant, et ce qu'il a fait sur le Tour de l'Ain c'est très intéressant. Van Barle, faut me dire où est-ce qu'il chope sa sélection. Van Barle va servir dans ce qu'on appelle la vallée, enfin voilà, si tu prends pas Lucro, tu es obligé de prendre Van Barle en capitaine de route. En tout cas, est-ce que Paul, ça veut pas dire un truc? Oui, dis-moi, je n'avais pas fini. Sur les équipiers, justement sur Van Barle. Non, mais sur Van Barle. Est-ce que ça veut pas dire que Ineos ne lâche pas l'idée de vouloir vraiment prendre le contrôle de la course et ne pas laisser le contrôle à Jumbo-Visma? Dans ce cas, tu prends pas Sivakov, Georg Gegenhardt, Geraint Thomas, en hésitant sur Christopher Froome. Là, on va arriver sur une guerre vraiment psychologique entre ces deux grosses équipes. Et quoi de mieux? Enfin moi, déjà, quand je vois cette liste, Tao Gegenhardt n'a rien à faire là. On le voit, son Tour de l'Ain a été catastrophique. Et presque notamment. Sivakov, pour moi, c'est bizarre de le mettre. Sivakov, qui était en ballottage, fait une excellente route d'Occitanie. Oui, mais pour moi, tu as besoin de Gegenhardt, qui était en ballottage, fait une route d'Occitanie moyenne, correcte, mais surtout très décevant sur le Tour de l'Ain, là où l'adversité était beaucoup plus élevée. Donc moi, c'est ça en ça que je suis surpris, c'est comment tu peux faire passer pour des critères sportifs, un Chris Froome qui, pour moi, en tant qu'équipier, en tant que quelqu'un qui revient en forme et en tant qu'ex-quadruple vainqueur du Tour de France, passer derrière un Tao Gegenhardt, par exemple. Ça, et pour moi, c'est la plus grosse surprise. Pour moi, Ineos se met dans une situation où ils ne sont pas à l'abri d'un retour de bâton avec Chris Froome. S'il l'emmène en tant que, donc en soi-disant 8e homme, le dernier qui serait sélectionné, avec en plus Nicolas Portal qui malheureusement n'est plus là et qu'on sait était très proche de Chris Froome et qui aurait été un peu celui qui le gérait au quotidien, si tu emmènes Chris Froome en tant que 8e homme, que par malheur il a un super niveau, et qui peut se battre avec Bernal, Pinot et les Jumbo-Visma, pour moi, tu te mets dans une situation où il n'est pas exclu que Froome n'en fasse qu'à sa tête une fois qu'il est là. Là, aujourd'hui, il fait l'équipier, il fait ce qu'on lui demande sur le Tour de l'Ain, sur le Tour d'Occitanie, sur la route d'Occitanie, pour obtenir sa place. Mais ensuite, est-ce qu'il fera l'équipier, sachant qu'il s'en va l'année prochaine? Est-ce qu'il va respecter les consignes sur le Tour, avec le manque de respect qu'on voit en ce moment? S'il est au niveau pour aller gagner le Tour, est-ce qu'il va rouler pour Bernal ou est-ce qu'il va jouer pour lui-même, sachant que lui, il a toujours respecté. En 2018, quand on lui dit que Thomas est plus fort, il respecte. En 2012, quand il est objectivement plus fort que Wiggins, il laisse le Tour à Wiggins, premier anglais à gagner le Tour. Mais il l'a quand même laissé. Il a montré qu'il était le plus fort, mais il a laissé le Tour. Ouais, c'est ça. Et il a toujours respecté. Et là, alors que normalement, la hiérarchie, la règle voudrait que on joue encore pour Froome, jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'il peut pas gagner, on joue pour lui. Sky ne le fait pas, Ineos ne le fait pas. Est-ce qu'il va pas le faire lui-même sans respecter les consignes? Est-ce que Ineos est en position, face à la super team de la Jumbo-Visma, de se dire on laisse même pas, on oublie le fait que ce soit Chris Froome. Est-ce que la Ineos est en position de se dire on laisse un mec qui en montagne peut rivaliser avec la Jumbo-Visma à la maison? Tu vois, sans parler de respect pour le palmarès ou même de force. Oui, tu as une troisième actuelle, carte. En plus, tu sais, t'es Ineos, tu sais gérer 3 leaders. Ouais, en tout cas, Froome, lui, il dit qu'avoir 3 leaders, il ne sait pas comment Dave Brailsford va gérer ça. Il dit, je blague, nous allons trouver une solution et respecter nos objectifs. Tout le monde veut l'emporter, mais seule l'équipe compte. En fait, à vous entendre, les gars, il y a une course à l'armement des deux côtés. Mais en fait, l'équipe qui va sûrement gagner le Tour, c'est peut-être l'équipe qui saura le mieux gérer ce leadership. Qui va prendre le leadership en premier? C'est en ça que l'expérience d'Ineos, qui a dû beaucoup gérer ça durant son histoire, avec le plus fort, du coup, Froome face à Wiggins. Mais ensuite, après, en mettant Richie Porte, en mettant aussi du Landa, et puis après Geraint Thomas, après Egan Bernal. Jamais Ineos n'a eu de problème de leadership. Ils ont toujours gagné. Il y en a eu un peu, vite fait, en 2018 avec Froome et Thomas. Il y a eu des petites rébellions. Même sans Landa. de rébellion, c'est là, au final, quand Geraint Thomas a fait la différence à la Rosière, puis surtout à l'Alpe d'Huez, c'était réglé. Quand Bernal a fait la différence, notamment sur Geraint Thomas dans le Galibier, c'était réglé. Est-ce que la Jumbo-Visma, moi j'ai toujours ce souvenir de 2018, est-ce que la Jumbo-Visma va pouvoir gérer
un leader à 3 têtes. Et surtout, pour moi, Ineos a un avantage cette année, c'est que c'est un peu plus clair malgré tout. Même si tu emmènes Froome, on sait qu'au départ, Bernal sera le numéro 1. Ça paraît un peu évident. Et Geraint Thomas avec une position déjà plus avancée plus que celle facile, de voilà. Jumbo-Visma. Et en plus, Geraint Thomas avec des résultats, là on l'a vu sur le Tour de l'Ain, assez décevant, disons, puisque Bernal, on voit qu'il est en forme, les Jumbo-Visma, on voit qu'ils sont en forme, Geraint Thomas, on n'a rien vu. Il a lâché au pied de la dernière montée du Grand Colombier. Geraint Thomas ne va pas pouvoir revendiquer grand-chose, et d'ailleurs, dans ses déclats, c'est assez simple, il va se mettre au service d'Egan Bernal. Ouais. Donc, est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui, si tu n'emmènes pas Froome, est-ce qu'on a vraiment 2 leaders chez Ineos, ou est-ce qu'on a juste Thomas qui va bosser pour Bernal? Et puis, et juste pour finir là-dessus, raison de plus pour qu'Ineos prenne Froome absolument, on n'a aucune garantie sur Geraint Thomas en haute montagne. On en a 0 pour l'instant. Sur tout ce qu'il a montré depuis on va dire, 6 mois, 1 an, c'est très léger. Yassivakov, tu l'as dit, on ne sait pas trop sur 3 semaines à trop haut niveau ce que ça peut donner. Tao Geoghegan, j'y crois pas du tout, en tout cas pour cette année. Attention, s'ils ne prennent pas Froome, ça risque d'être compliqué pour rivaliser avec la Jumbo. En tout cas, Polo, pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure sur l'expérience et pour Ineos pour le moment, avec les victoires depuis 2012, on voit que Ineos a gagné 10 grands tours, que Jumbo-Visma n'en a gagné qu'un seul. Malgré ça, peut-être pour rappeler quand même que l'expérience, elle s'est faite aussi grâce à Nicolas Portal. Nicolas Portal, malheureusement, qui est décédé tragiquement. Ineos n'aura pas son directeur sportif avec qui s'entendaient vraiment très bien tous les leaders. Et on sait qu'il y a des frictures un peu sur la ligne la fin un peu entre en autre les boudin. leaders et des vrais sports. Donc. Et oui, et puis la fin en autre boudin avec Chris Froome, je pense que si Nicolas Portal avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc c'est peut-être aussi ce qui peut rabattre les cartes en faveur de Jumbo-Visma, qui peut arriver avec aussi cette expérience moindre, mais sans Nicolas Portal, ça peut tout changer. Double Barco avec mon Romain qui est juste derrière moi. On va passer maintenant, les gars, du coup, au Critérium du Dauphiné. On va s'intéresser à cette course-là parce qu'elle va être très intéressante. On le rappelle, d'habitude, il y a 8 étapes. Cette année, il n'y en aura que 5, mais ces 5 étapes qui vont être d'une violence assez particulière. Les étapes 2, 3, 4 et 5 sont toutes violentes. Voilà, le mot était le bon. Avec une première arrivée qui va se passer sur la deuxième étape à Saint-Christo en Jarez. Et cette arrivée-là, déjà, Robin, il va y avoir potentiellement quelque chose qui peut se passer. Et aussi l'arrivée sur la troisième étape, arriver au sommet du col de Porte, où le Tour de France passe souvent, sans jamais arriver au sommet. Il y a des pourcentages à 10% et le Tour, il passera encore cette saison. L'étape 2, c'est une arrivée en 4e catégorie. L'étape 3, c'est une arrivée en hors catégorie au col de Porte. Il va se passer des choses très intéressantes, mon Robin. Ouais, c'est ça. Sur les profils, j'ai l'impression que c'est un jour sur deux. La 3e et la 5e de mémoire, si on peut voir les profils d'étape après, ce serait super. De mémoire, la 3e et la 5e sont les étapes les plus difficiles, avec l'arrivée au col de Porte et celle à Megève. Voilà, l'étape 2 que tu montres, Joseph, sur ton écran, elle est un peu plus gérable, on va dire, et puis ce sera la première arrivée en altitude. Je ne suis pas sûr que tous les favoris se mettent à découvert dès la première grosse arrivée, mais voilà, l'étape 3 au col de Porte, ce jour-là, on aura déjà une grosse idée de ce que sera le classement général. Ça pourrait évoluer sur l'étape 4 et 5, mais c'est sûr, on va avoir beaucoup de montagnes en seulement quelques jours et on va avoir beaucoup d'enseignements à tirer de ça parce que le Dauphiné est beaucoup plus rapproché du départ du Tour que les années précédentes. Alors les gars, est-ce qu'on peut voir ensuite l'étape 4 et l'étape 5 que Polo va nous décrire avec ces 2 arrivées à Megève, et là aussi, il va y avoir énormément de dénivelé, largement de quoi s'affronter pour Jumbo et pour Ineos. Voilà, je vais te décrire ça simplement, Joseph. Ça monte. Voilà, ça monte beaucoup. Et comme l'a dit Romain sur les étapes d'avant, et c'est les étapes assez courtes, les arrivées à Megève sont pas compliquées. Ce qui est c'est quand même assez roulant. Ce qui est intéressant, c'est que tu as la montée de Bizane sur l'étape 4 qui est monstrueuse. On se souvient de l'arrivée à la Rosière il y a 2 ans. C'était Alaphilippe qui était passé en tête et c'était Geraint Thomas qui a gagné à la Rosière. La montée de Bizane est un col monstrueux. Mais ce sera là qu'il faudra faire les différences. Parce que la montée vers Megève, et Dieu sait que je la connais parce que je suis pas mal allé à Megève dans ma jeunesse. Ah, tu te balades là-bas? C'était pas nous, hein. Tu nous inviteras. mais c'est quand même assez roulant, même si on le voit sur l'étape 5 après la côte de Domancy. On se souvient de Romain Bardet notamment. Ils étaient montés à Saint-Gervais, c'était un chouï plus pentu. La Megève, ça reste quand même assez abordable. Il faudra faire les différences avant. Je pense que sur l'étape 5,
J'ai peur qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais l'étape 4, si ça décide d'accélérer dans la montée de Bizane, on peut assister à de sacrées étapes. Je suis un peu plus réservé sur l'étape 5. Ça Qui monte dépendra quand même des pas écarts mal, aussi. notamment en début d'étape. Mais avec la côte de Domancy qui est un peu trop courte et la montée de Megève un peu trop roulante, j'ai peur qu'il se passe un peu moins de choses que sur l'étape de la veille. Mais quoi qu'il arrive, ça va être comme l'a dit très bien Robin, ça monte, ça fait que monter pendant 5 jours. Il va y avoir énormément d'enseignements et attention à ceux qui sont vraiment pas en forme parce que là, pour le coup, le Tour de France va arriver très vite derrière. On va regarder vos pronostics, les gars, pour cette course du Critérium du Dauphiné. Polo, tu as mis on va regarder, voilà, Primoz Roglic. Ok, Robin, tu as mis Thibaut Pinot et Ça j'ai mis surprend là Egan Bernal. Ouais, le panache me surprend. Non, j'ai mis Roglic pour la simple et bonne raison que pour l'instant, c'est le plus fort. Ça se voit. Il est largement au-dessus d'Egan Bernal. Il s'est limite foutu de sa gueule sur l'arrivée au Grand Colombier sur le Tour de l'Ain. De toute façon, c'est Roglic. Roglic, on sait qu'il est très en forme sur ces courses. Type de course-là, sur ce type de profil-là, les courses d'une semaine. Voilà, est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt? Ça, c'est une question qu'on se posera plus tard, notamment en 2e, voire 3e semaine du Tour de France. En tout cas, à l'instant T, Primoz Roglic est le coureur le plus en forme. Moi, je veux marquer des points, donc je n'ai pas beaucoup pris de risques et j'ai tenté le leader de Jumbo-Visma. Tu as mis Thibaut Pinot, Robin. Oui, parce que ça fait quasiment une dizaine de jours qu'on l'a pas vu. Il était bon à la route d'Occitanie. Je pense qu'il va être meilleur sur le Dauphiné et encore meilleur sur le Tour. Donc peut-être que meilleur sur le Dauphiné, ça sera suffisant pour la gagner. J'y crois en tout cas. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il sera meilleur sur le Dauphiné et qu'il sera encore meilleur sur le Tour, mais ce sera trop juste pour gagner le Dauphiné. Encore. On va avoir la liste des Et Bernal autres. pour toi, Joseph. Comment? Bernal pour toi. Oui, j'ai mis Egan Bernal parce qu'au final, je me dis que déjà, j'ai pas envie de mettre comme vous. Ça, c'est c'est le premier des arguments. Et le deuxième, c'est que je pense que Egan Bernal va monter en puissance, qu'il a peut-être pris de plein fouet le contre-coup de sa préparation en Colombie, qu'il était bien sur la route d'Occitanie, mais qu'avec le train de la Jumbo-Visma, il a pris un contre-coup sur le Tour de l'Ain. Mais je pense qu'il va monter en puissance et que c'est un tracé qui peut véritablement lui convenir, ce qui se passe sur le Critérium du Dauphiné. Donc c'est pour ça que j'ai mis Egan Bernal. On va voir les autres noms qui vont être présents sur ce Critérium du Dauphiné parce qu'il n'y a pas de Tour de Suisse, hein, donc on a le droit à un plateau de qualité. D'abord à gauche, Froome, Bernal, Thomas, Roglic, quel Dumoulin, Martin, là, du Crutchwijk, donc auquel on va ajouter Si en jaune, c'est Martin, c'est pas Martin. Ah, les Français qui sont en jaune, donc Guillaume, Martin, Romain Bardet, Alaphilippe, Pinot, Barguil, et derrière on a une série de noms de qualité. Quintana, Lopez, Landa, Oura, Nigita qui font leur rentrée pour F Drapac, Porte, Pogacar, Mas, Adam Yates et Emmanuel Buchmann qu'on n'a pas vu encore. Intéressant de voir Adam Yates et Pogacar qui ont été impressionnants en début de saison. Adam Yates qui a survolé le Tour UAE avant qu'il s'arrête. Pareil pour Pogacar qui a été monstrueux sur un tour sur pas la route du Sud, mais peut-être le Tour de Communauté de Vence, je ne sais plus exactement, mais qu'il avait gagné aussi haut la main. Ça va être intéressant de voir ces coureurs dont on ne parle pas, un peu l'image de Pinot, qui seront les hommes forts en électron libre sur ce Tour de France et qui peuvent profiter, c'est ça aussi dont on n'a pas parlé dans le débat, qui peuvent profiter de ces deux équipes, Jumbo et Ineos, qui se regardent peut-être un peu trop. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de stratégies à mettre en place et que ce sera intéressant, peut-être même plus simple pour des coureurs un peu esselés entre guillemets comme ça, d'aller faire des bonnes choses et sur le Dauphiné et peut-être même plus tard sur le Tour de France. Voilà, on en a terminé avec ce débat. Donc rendez-vous à partir de mercredi pour le Critérium du Dauphiné. On va passer au focus avec un débrief de Milan-San Remo. C'est parti. Milan-San Remo a donc eu lieu, le premier monument de la saison, et il a été remporté par Wout van Aert. Voilà, bravo. Donnez-nous nos points. Donnez-nous 3 points. Donnez-nous 3 points, j'ai envie de te dire. Wout van Aert qui a gagné devant Julien Alaphilippe au sprint d'une roue. Michael Matthews qui, avec des doigts en moins, si vous avez l'occasion Ah, c'était horrible. de regarder, il est tombé, il s'est éraflé dans la descente. J'ai vu la photo, éclaté mais j'ai les pas doigts. osé Il a regarder. fini quand même 3e, bravo à lui. Peter Sagan qui finit 4e avec Giacomo Nizzolo 5e, etc. On va parler donc de Wout van Aert. Polo, Wout van Aert, monumental, après avoir gagné l'Estrade Bianchi. Ouais, mais alors, pas surprenant finalement, puisqu'avec Robin, nous on l'avait mis dans nos pronos. Et, Là, Joseph, fallait écouter les spécialistes. Voilà, écouter les spécialistes. Et en vrai, pas plus surprenant que ça. On savait que le Poggio
pour un cyclocross comme lui, ça allait pas être le plus difficile à passer. Et puis après, on sait qu'il a une super pointe de vitesse. On l'avait vu sur le Tour de France en année, on l'avait vu sur le Dauphiné aussi, où il a remporté le maillot vert l'an passé. D'ailleurs, gros concurrent pour les maillots verts cette année, Wout van Aert sur Éventuellement, le Tour de France. Hein. Le problème, c'est qu'il est dans une équipe où on va lui demander de bosser pour d'autres choses. C'est pas faux. Mais du coup, c'est impressionnant, oui, mais pas surprenant parce que c'était gros comme une maison après sa superbe course sur l'Estrade Bianche de la semaine dernière. Félicitations à lui. On m'est un peu tombé dessus sur les réseaux sociaux parce que j'avais dit qu'Alaphilippe était le plus fort sur cette course. Je reste persuadé que Julien Alaphilippe était le plus fort. Hein. Je reste persuadé que Julien Alaphilippe était le plus fort sur cette course. Mais Wout van Aert a une meilleure pointe de vitesse. Voilà, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais en tout cas, bravo à lui. Il a pas du tout volé sa victoire. C'était une magnifique course, une magnifique fin de course. Parce que c'est toujours le problème que j'ai avec Milan-San Remo, c'est qu'il se passe rien pendant 3 heures. C'est pas qu'il se passe rien, c'est que t'attends. Non, tu n'arriveras pas à me le vendre, Robin. Tu n'y arriveras pas. Il ne se passe rien. Là, en plus, le parcours avait un peu changé. Il y avait un peu plus de dénivelé, mais pareil, ça n'a rien passé sur la Cypressa. Tu savais il s'est rien passé. T'étais pas surpris. Non, j'étais pas surpris, mais du coup, j'ai regardé les 20 derniers kilomètres et je me suis régalé. C'est de l'attente. C'est pas que tu t'ennuies, c'est que t'attends le moment où ça va partir. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a coûté du coup la victoire à Julien Alaphilippe? Est-ce que c'est du coup son panache ou alors de toute manière à Wout van Aert avait l'air, il a tellement géré la fin en fait. Moi, je pense que les deux ont été intelligents parce que Alaphilippe, il a pas assez d'avance pour aller au bout tout seul. Il aurait fallu faire de plus gros écarts dans le podio. Alors ça, oui, on peut dire s'il avait été plus fort, il aurait fait plus d'écart. Oui, peut-être. Mais franchement, quand il sort, il y avait un mec devant, je sais plus qui c'était, qui était sorti, un coureur de Wanty. Mais quand Alaphilippe est sorti, Aimé de Ghent. Voilà, Aimé de Ghent. Je vous cache pas que j'ai eu un peu peur que, no offense, mais que Aimé de Ghent remporte Milan-San Remo. Mais il y a un moment, il est bien sorti quand même. Franchement, Je me dis, si Alaphilippe il sort pas, il était bien sorti. Et en fait, après, quand Alaphilippe est sorti, on s'est rendu compte du différentiel de vitesse qu'il y avait entre les deux. Il est passé à côté de lui. Il faisait pas la même course. pas vu. Franchement, on aurait presque dit un junior avec un pro, quoi. Et il est passé à une vitesse impressionnante. Il a été intelligent parce qu'il ne pouvait pas aller tout seul jusqu'au bout. Et Van Aert a été intelligent dans l'autre sens, en se mettant pas complètement dans le rouge dans le podio, en n'essayant pas de suivre sur les 200-300 derniers mètres, où finalement il était à la limite. Et il s'est dit, je vais finir tranquillement, le plus vite que je peux, mais sans exploser, et revenir après. Et c'est ce qui s'est passé. Les deux ont joué... Je ne partage pas ce point de vue. Si Van Aert ne fait pas ça, ils vont pas au bout. Et si Alaphilippe ne fait pas ça, ils vont pas au bout non plus. Ils ont fait la seule chose qui leur permettait à eux deux de se disputer la victoire. Et ensuite, comme dit Polo, ça se joue à la pointe de vitesse. Alaphilippe, il perd de même pas une roue. Donc tu peux pas dire qu'il est moins fort. Il se fait juste battre au sprint. Van Aert, il gagne une étape quasiment au sprint l'année dernière sur le Tour. Hein. C'est ça. Et là où je suis pas d'accord, c'est qu'il gagne une étape. Oui, alors j'ai un doute. Est-ce qu'il y avait absolument tous les sprinteurs? Il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait Sagan. Je crois qu'il bat Sagan. Je sais plus exactement, mais oui, il manquait les principaux sprints, les principaux. Il en manquait au moins 2-3. Il y avait eu une chute avant, je crois. C'est sûr. Non, là où je te rejoins pas, c'est que dans le Podio, tu sais que si tu passes en tête avec 15-20 secondes d'avance... Mais il n'y avait pas 15-20 secondes. Oui, mais je pense que ayant en tête ça, si tu vois un mec partir devant toi qui commence à faire de gros écarts, tu dis putain, il faut que je m'accroche parce que sinon il va aller au bout tout seul. Moi je pense que ce qui a sauvé Van Aert, qui était un peu juste dans le Podio de mon point de vue, c'est qu'Alaphilippe s'est complètement vidé dans cette montée. Et qu'il était plus du tout lucide sur la descente, il s'est fait peur 3 fois à la Philippe. Et puis après, parce qu'il n'avait pas assez d'avance et qu'il était occupé à regarder derrière. Mais quand tu rates 2 virages et que derrière tu as Van Aert, que tu vois Van Aert revenir, pour moi, tu lèves le pied et puis tu commences à jouer tactique. S'il bascule avec les 10 secondes dont tu parles, pour moi, il fait la descente à bloc et il n'y a pas de souci. En haut du Podio, il a 10 secondes. Je suis pas sûr qu'il les ait. Pour moi, il a moins. Et justement, c'est ce qui fait qu'il se retourne et qu'il ne sait pas quoi faire. Et c'est pour ça aussi qu'il rate sa descente, parce qu'il est dans un entre-deux. Est-ce que j'y vais tout seul? Parce que c'est limite finalement. Ça se joue pas à grand-chose. Est-ce qu'il essaye d'y aller tout seul? Il était complètement vidé dans la descente. Bien sûr qu'il l'était, mais un mec comme ça, il est tellement habitué. L'année dernière, elle est violente. Je pense pas qu'il fume la pipe dans la descente du Podio. Et quand il est avec Sagan et Kwiatkowski non plus. Donc moi, je pense que t'es toujours à la limite. Quand t'es en tête à la sortie du Podio, t'es toujours à la limite. T'as toujours tout donné dans le Podio. Donc voilà, ça se joue à rien. Franchement, c'est super que les deux aient réussi à aller au bout parce que ça récompense le panache. C'est les deux qui sont sortis dans le Podio. Duo, quoi, de vainqueur, entre guillemets. Et il y avait un petit peu quelque chose pour moi de Van Aert le revenant qui battait le roi, parce que Alaphilippe, même s'il a gagné qu'une seule fois Milan-San Remo, on a l'impression déjà que c'est sa course. Il est chez lui. Il a fait podium en 2017 avec les deux monstres Sagan et Kwiatkowski. Il gagne l'année dernière en patron. Là, il est encore là, il fait 2. Voilà, on a l'impression déjà que c'est sa course et que Van Aert vienne le battre là-dessus, c'est très très fort. Mais il faut le dire, pour finir là-dessus, on parlait d'un Julien Alaphilippe en méforme
forme. Moi, je vous avais dit, attention, à la Philippe, il a quand même crevé 6 fois. Je l'avais mis sur le podium. Hein? J'avais mis sur le Tu l'as podium. mis sur le podium, et moi, j'avais rajouté qu'il fallait faire attention parce que pour moi, l'Estrade Bianche n'était pas un bon indicateur, sachant que même s'il a eu un coup de chaud, Fuglsang a eu un coup de chaud, pourtant Fuglsang était en forme. Il a eu aussi 6 crevaisons. Moi, j'attendais quand même de voir Milan-San Remo. Je ne le mettais pas dans les favoris parce que je n'avais pas été rassuré. Mais le fait est qu'il a été monstrueux dans cette ascension. Il ne fait pas sa meilleure. Il ne bat pas le record du Poggio. Il ne bat même pas son propre record du Poggio. Enfin, il y a qu'à voir. Il a mis tout Il n'y a le personne monde, qui tire sa roue. Donc à c'est partir ça, de là, il est très très fort. tout le monde dans le dur. Il a fait exploser tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est du Nibali, du Van Der Poel, du Kwiatkowski, Sagan. du Sagan. Enfin, il est chez lui. Sur le Poggio, il est chez lui. C'est pour moi la difficulté qui lui convient le mieux. Voilà, tout simplement. Avec le mur de 8 peut-être. Avec le mur de 8. On va regarder du coup le résultat des pronostics, même si vous en êtes déjà vanté, les gars. Ça me fait mal au cœur du coup de remettre ce tableau avec vos pronostics gagnants. Bravo, messieurs. Ça fait donc Robin à 4 points désormais. Polo, tu as 3 points. On ne mentionnera pas le pronostic de droite. L'autre. Du coup, effectivement, j'avais mis Il y a des points en jeu cette semaine avec le Dauphiné. 8e, je sais plus. On met en jeu évidemment. on met en jeu le Dauphiné et le Lombardie cette semaine. Exactement, Okay. exactement. Il y a des points à prendre. Il y a des points à prendre. On termine ce focus quand même avec une autre course qui a eu lieu cette semaine, c'est le Tour de Pologne. Il s'est passé énormément de choses sur le Tour de Pologne. Il faut l'arrêter cette course. C'est vrai. Enfin non, faut pas l'arrêter parce qu'on va peut-être en retenir déjà le positif. C'est cette photo-là de Remco Evenepoel qui déjà, disons-le, a gagné le Tour de Pologne avec une échappée mercienne de 50 km sur la 3e étape. Il l'a écrasé. Il a été monstrueux. Malgré le fait qu'il n'avait pas le maillot jaune au début, c'était Carapaz qu'il avait d'Ineos, mais Carapaz est tombé. Et de toute manière, franchement, Remco Evenepoel a été monstrueux. Et il a gagné cette étape-là en il me régale le bidon par terre. Le numéro 75, qui est le numéro de son équipier, Fabio Jakobsen, sur la première étape. Tout le monde a vu l'image. Sprint massif, tassé par Groenewegen. Il est tombé, il a pris les barrières, il a été mis dans un coma artificiel, Fabio Jakobsen. On a eu très peur, surtout que sur le Tour de Pologne l'année dernière, Björk Lambrecht, le jeune de la Lotto Soudal, était décédé. Finalement, entre parenthèses, bonne nouvelle, il a perdu toutes ses dents, Fabio Jakobsen, il a de graves blessures au poumon, au thorax, mais il devrait pouvoir revenir au cyclisme, pas pour le moment, il est encore hospitalisé. Polo, on a eu très peur. Déjà, commençons par Remco Evenepoel. Ouais, Remco Evenepoel, on va pas dire grand-chose de plus que la semaine dernière, donc je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Visionnaire quand même, les deux émissions qu'on a fait les 2 dernières semaines se sont... Passe un peu mal les gars, après les pronos... C'est cool, hein. Le fait que ça nous facilite les conducteurs en ce moment. Je vais mettre un melon et une pastèque la semaine prochaine ici, mais c'est pour vous remplacer. Il y a un problème, c'est que maintenant, je pense que les gens vont le savoir, mais on l'a vu sur la Classica sur Sébastien l'an dernier, on l'a vu en début de saison, on l'a vu sur le Tour de Burgos. Quand Remco Evenepoel attaque à 50 km de l'arrivée, c'est interdit de le laisser partir. Mais vraiment, là, les gens se sont regardés. Peut-être que personne n'aurait pu tenir. Je pense que personne n'aurait pu tenir. Mais il ne faut pas laisser partir Remco Evenepoel à 50 km de l'arrivée de l'étape reine, entre guillemets, d'un Tour d'une semaine comme ça. Il y a peut-être une erreur stratégique, mais voilà, féliciter Remco pour sa démonstration. On n'a pas été surpris de le voir faire ça finalement, et c'est peut-être ça qui fait le plus peur, c'est de ne pas être surpris par ce genre de performance, tout simplement. Et un mot, Robin, de Fabio Jakobsen, du coup, et de cette chute absolument horrible. Ouais, on a vu les images des dizaines de fois sur les réseaux sociaux. On a préféré pas la mettre parce qu'on l'a assez vu, quoi. Mais... et c'est assez triste parce que tout le monde aussi est tombé sur Dylan Groenewegen et il a raison parce que ce qu'il fait dans le sprint c'est inacceptable, mais il va falloir se poser la question surtout de l'organisation parce qu'une vague comme en fait Groenewegen c'est inacceptable, mais normalement ça n'a pas ces conséquences-là. Et Groenewegen d'ailleurs en est très triste et on l'a vu en interview à la télé néerlandaise. Bon, il a été un peu poussé par son équipe pour s'exprimer parce que ça faisait un peu... Il fallait se prononcer, il fallait communiquer. Voilà, maintenant, je pense qu'on ne va pas avoir Groenewegen pendant un moment. Il a été mis à pied par son équipe d'ailleurs. Voilà, provisoirement, officiellement pour son bien-être mental. Mais je pense que tant que ça ira pas beaucoup mieux pour Fabio Jakobsen, on ne va pas revoir Dylan Groenewegen. Leurs destins désormais sont un petit peu liés. Et voilà, on espère seulement que ça va aller pour Jakobsen. Comme tu disais, on a eu très peur, mais là, les nouvelles des derniers jours, elles sont un peu plus rassurantes. Et voilà, ce qu'il va falloir se poser comme question maintenant, c'est pour les organisateurs, pour pas que ça puisse arriver de nouveau. Comme tu dis, il y avait déjà eu un problème avec Björn Lambrecht l'année dernière.
Et là, quand on voit l'état des barrières, quand on voit ce qu'il y a de l'autre côté des barrières, quand on voit que le sprint il est en descente et qu'ils arrivent à 90 C'est le km/h, sprint le plus rapide de l'année. De la Lucas saison, ouais. Mesgetch avait battu le record, voilà, donc l'année dernière. il va falloir se poser des questions parce que quand ce genre de chute arrive sur le Tour de France, il n'y a personne qui passe au-dessus des barrières. Les barrières elles finissent pas au milieu de la route et il y C'est a pas de exactement blessures ce comme qui ça. s'était passé d'ailleurs entre Sagan et Cavendish. Plus ou moins, ouais. Quand Sagan avait tassé Cavendish, et Cavendish avait glissé le long des barrières. Ouais. Là, ça n'a pas été le cas Puis du tout. Il a traversé les barrières. Avec Jalabert, pareil. Avec Abdou-Japarov, 2-3 ans avant, pareil. Alors que ça, on parle de Jalabert Abdou-Japarov, ça a 25 ans. Hein. C'est ça. Et déjà, Ouais, il y avait c'est des Alors, années. 25 ans. Jalabert avait de grosses blessures, mais Mon Dieu. c'était malgré tout pas Ouais. aussi sérieux que Jacobsen. Clairement. Voilà, on a tout dit à propos de ce Tour de Pologne aussi. On en a terminé avec ce focus. On va désormais passer aux bonifications. C'est parti. Ces bonifications, on va parler du Tour de Lombardie. Voilà, deuxième monument de la saison. D'habitude, ça termine la Ouais, saison. Bon, c'est ça assez bouge pas spécial. trop dans la saison au final en termes de date. Ça perturbe quand même un petit peu. Ça Mais- perturbe. Mais c'est en début de saison, cette saison. Le profil du Tour de Lombardie, on va le regarder tout de suite. Il ne change pas par rapport à l'année dernière. On sait que le Tour de Lombardie bouge énormément. Cette année, il part encore de Bergame. Il va arriver au niveau de Côme avec... Voilà, Polo. En tout cas, déjà, pas de changement par rapport à l'année dernière. On connaît, quoi. C'est une des classiques les plus dures de la saison. Ouais, Elles sont toutes dures après, mais... moi, je préfère, tu vois, on parlait de Milan-San Remo tout à l'heure, je préfère quand même un Tour de Lombardie qui est une course avec beaucoup plus de mouvement. On se souvient, il y a 2 ans, de l'attaque de Roglic, notamment dans le Sormano, qui est quand même à plus de 50 km de l'arrivée. L'année dernière, c'était une course un peu moins intéressante, on doit avouer, avec des leaders qui se regardaient pas mal, avec un Roglic qui faisait peur à tout le monde, qui sortait d'une victoire sur la Vuelta. Du coup, tout le monde s'est un peu regardé. Mais donc, du coup, là, sur ce même profil, avec une course beaucoup plus ouverte, on verra un peu la start list tout à l'heure, ça risque d'être assez intéressant, ce qui est dommage, mais bon, ça, c'est ni de la faute du Tour de Lombardie, ni de la faute du Dauphiné, c'est que ce soit en même temps que le Dauphiné, quoi, et que les grands leaders sur les grands tours, qui peuvent prétendre à une victoire sur ce type de monument, ne puissent pas y participer. C'est un peu le seul regret qu'on a, quoi. Et Ça, on il va va falloir voir s'y faire, hein, parce qu'on va avoir le même cas pendant le Giro où il y aura des classiques en même temps. Donc, Non, mais clairement. c'est une saison particulière où il va y avoir des courses qui se chevauchent qui habituellement ont toute l'attention du calendrier. Et on peut zoomer d'ailleurs sur ce final pour rappeler les 2 difficultés qui vont avoir lieu à la fin avec Robin le Civilio et ce final, ce Sanremo. Le Civiglio, c'est là où C'est la Thibaut Battaglia. Pinot avait lâché Vincenzo Nibali pour aller gagner en solitaire il y a 2 ans. C'est sûrement là qu'une nouvelle fois va se jouer la victoire, même si on peut imaginer des attaques dès le mur de Sormano. Et puis ensuite la dernière difficulté très proche de l'arrivée, un peu moins pentue, Il y a 2 ans, il n'y avait pas cette dernière difficulté. C'était une difficulté un tout petit peu. qui j'espère ne va pas cannibaliser la course et faire en sorte que les coureurs attendent la dernière montée, et cet endroit-là où le sommet a moins de 6 km de Mollema l'arrivée. sort sur la fin du Civilio, je crois, il sort dans le l'année Civiglio, dernière. Mollema. J'espère que ça se jouera dans le Civiglio, c'est quand même plus sympa, c'est un peu plus de mouvement. Mais compte tenu de mon pronostic qu'on va découvrir après, je pense que ça va partir d'assez loin. Eh ben, on va le découvrir tout de suite, mon Robin, si tu veux, voilà, avec nos pronos qui vont apparaître. J'ai craqué, j'ai fini par mettre le même que toi, t'as bien fait, Robin, parce que j'ai Si vu tu que veux mettre des points, je me suis rappelé que j'avais 0 points. Je me suis dit, allez, je vais mettre Mollema, mais non, je vais mettre quand même Remco Evenepoel. J'ai mis comme toi Remco Evenepoel. ouais, je pense qu'il enchaîne les démonstrations depuis Comment 15 il peut jours. être battu? Ça me fait peur. moi. Depuis 15 jours, voilà, il enchaîne partout. Quand il veut gagner, il gagne. Voilà, là, faut se dire qu'il a déjà gagné une Classic World Tour l'année dernière sans Sébastien. Là, il vient de gagner le Tour de Pologne World Tour aussi. Il pourrait peut-être gagner son premier monument à 20 ans. Alors, comment il peut être battu, Polo, par Fuglsang? Si Remco Evenepoel n'attaque pas dans le Sormano, je vous paye une canette la semaine prochaine. Dans le Sormano, Ouais. on est Comme quand même à 50 bornes. Comme Roglic il y a 2 ans. 50 bornes. Ouais. 50 bornes. Si Remco Evenepoel, je pense, va attaquer. Il va se faire plaisir et il se sait très fort. Il y a un air de Dan Martin. Et il n'arrivera pas à lâcher. Martin. Il arrivera pas. Je pense pas qu'il arrive à lâcher les gros grimpeurs punchers dans le Civiglio. En tout cas, énorme cojones, quoi, s'il attaque dans le Sormano, parce qu'il est même le plus fort en attaquant dans le Écoute, Civiglio. Il n'y a pas besoin c'est d'attaquer si tard. une petite pièce que je jette en l'air comme Enfin, ça. tu mettras pas, que tu je mettras ne pas de points. manquerai Parce pas que de t'as mis rattraper, Fuglsang. Polo. Tu mettras pas de points si ça arrive Non, comme mais ça. je crois Toi, t'as mis beaucoup, Fuglsang. en Fuglsang qui est sur un profil qui lui convient très bien, qui est sur un pic de forme un peu décalé dans le sens où je pense qu'on l'a vu sur l'Estrade Bianche
Pour moi, c'était le plus en forme. Il a juste eu un énorme coup de chaud. Il l'a dit en interview après, mais pour moi, c'était le plus fort. Un peu à l'image finalement d'un Wout van Aert. Je pense vraiment que Fuglsang, on l'a vu aussi l'année dernière, très bien placé. Quand je regarde la start list, faible. Moins bonne que ces dernières années sur le Tour de Lombardie. Quand je vois le profil, quand je vois la forme qu'a Fuglsang et quand on le voit progresser autant sur les classiques typés ardennaises ces dernières années, pour moi, hormis Remco Evenepoel évidemment, pour moi c'est le favori numéro 1. Ouais, on rappelle que ce serait son deuxième monument à Jakob Fuglsang puisqu'il a gagné Liège-Bastogne-Liège 2019. Et vous savez quoi, je voulais pas mettre Fuglsang, mais je voulais mettre Davide Formolo, mais qui va sur le Dauphiné libéré. Et j'étais très déçu d'ailleurs, parce que Formolo, on en a déjà dit. On l'appellera, on ira. Il avait j'espère, mais Formolo déçu parce qu'il s'est longtemps concentré sur les courses par étapes. Enfin longtemps, en tout cas en début de carrière. Ça fait un an et demi qu'il a commencé sa transition vers les classiques. Ça lui réussit plutôt bien. On l'a vu sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. On l'a vu aussi sur l'Estrade Bianche où il a été très bon. Très déçu de le voir sur le Dauphiné plutôt que sur le Tour de Lombardie, une course qui lui convient plutôt pas mal lui aussi. Et donc le avec seul le maillot Français, de champion d'Italie qui puisait. Exactement, un très beau maillot d'ailleurs. Et il a terminé deuxième des Strade Bianche avec Schachmann qui lui aussi sera présent. Par contre, il n'y aura qu'un seul Français véritablement dans le coup, peut-être pour un top 10, voire mieux, on ne sait jamais, c'est Rudy Mollard. Et peut-être, on ne sait pas, mais David Top 10 Gaudu. l'an dernier, Rudy Mollard. Top 10 l'an dernier, exactement. Donc, par contre, David Gaudu, lui, qui n'ira pas sur le Dauphiné, il est malade. Peut-être qu'il sera sur le Lombardie. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ils ont vu Pinot gagner il y a 2 ans. Ils ont eu un exemple, sait-on jamais. Ouais, exactement. C'est possible de voir c'est terminé pour ces bonifs, les gars. On va passer au quiz de fin. Voilà. Alors, si je me rappelle bien, pas de jingle, pour le quiz. On va direct passer. Déjà, on va regarder. J'ai honte. On va regarder une première diapo. C'est les points, tout simplement, dans ce quiz-là. On va rappeler, voilà. Alors, c'est simple, il y aura désormais 1 mètre et il y aura une fripouille. Voilà, la fripouille sera le dernier du quiz. Donc, pour le moment, Robin, tu es la fripouille. 1,5 Polo, ça sort d'où, ça? Alors, je vais t'expliquer. Je savais qu'il allait dire quelque chose. Polo, il n'a rien dit, bizarrement. Moi, ça me choque pas. Polo, il est très content d'être maître de mon mirail. Mais ça me choque pas, pour l'instant. Pourquoi j'ai mis 0,5? Parce que Polo avait gagné un quiz à 3. Vous étiez 3, il y avait Gaëtan aussi. D'accord. Donc je trouve ça plus difficile de On a fait gagner 3 un quiz à émissions 3. déjà? Ouais. 3 émissions déjà. Non, non, il y avait 2 émissions. Ah, mais il te donne plus de points parce Voilà. que tu as gagné le quiz. Parce que, voilà. Et aussi parce que ça m'arrangeait, comme ça vous n'étiez pas à égalité et je pouvais avoir une fripouille et un mètre de mon Ok. Ça se tient. Ça se tient moyen, visiblement. Ouais, la dernière fois, je lui ai donné le point pour Katowski alors qu'il n'avait pas mis. C'est vrai. Il n'avait pas gagné. Donc il ne s'est pas plaint qu'il y ait 4 points. Enfin bon, bref. On va regarder. Donc il va y avoir 2 questions sèches, les gars, et après il y aura une sorte d'énumération. Je vous expliquerai tout. Première question. Un Belge et un Allemand ont attaqué dans le final de l'année dernière sur le Tour de Lombardie. Bourgman et Tim Wellens. 1 sur 2. Donc ça te donne un Wellens point. et Schachmann. Schachmann. Ah bravo. oui, ça. Non, t'es sûr que c'est. Pour moi, c'est Bourgman. Je suis sûr, Polo. Je vais Pour vérifier moi, maintenant. c'est Max Schachmann. Vas-y. Non, mais vas-y, continue, Joseph. Je Polo, vérifie. regarde, Non, qui était le numéro 53 Je vérifie. vérifie. Je vais Qui était le sur- numéro 53 Mais continue, Joseph. Continue. Mais Non, Je vais bah, vérifier. on va pas l'année continuer, on va dernière, attendre que tu Schachmann, il est chez Quickstep. Non, Non. il était déjà Ah, chez. Mais pour moi, il était déjà chez je l'ai Bora. revu il n'y a pas longtemps. Il Il me était déjà chez la semble que c'est Regarde la start tu vas list peut-être, du Tour de Lombardie. Start list 2019, il Lombardia, Bourans-Gros, il y a Bourgman et il y a Schachmann. Et Mais c'est Bourgman le 53. Il est solide quand même. Bon, il a 2 points, désolé. Tu l'as vu, t'as vu l'écran, toi? Je vais pas l'idée. Bravo, Polo. J'ai Tant pas pour moi. beaucoup de crédit parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, la course. Ah, moi, je l'ai revu hier quand même. Donc, Ah bah là, je sais plus quoi faire pour toi, Joseph. bah, voilà. Deuxième question. Donc, Polo, tu gagnes 2-0. Un Français a tout tenté. Ok, 2-0, c'est la première question. Bah oui, mais j'avais donné 1 point pour Wellens Ouais, et mais j'allais dire, il y aurait eu un point pour le Joseph, deuxième. c'est mon meilleur Donc là, ami, il a mais 2 les points, points qu'il pour veut, ça c'est normal. Bah, il a 2 points, il a donné les 2. Mais il a répondu à une question. Toi, t'en avais aucun. toi. Ouais, les gars, deuxième question. Un Français a tout tenté pour lâcher les favoris dans le Civilio l'année dernière. Qui? À la Philippe. Non. Non. Latour.
La Tour, exactement. Voilà, en plus, ça s'était affiché, mais c'est bon, on a été bon. Effectivement, c'est la Tour avait Tour. tout tenté, il n'avait pas réussi finalement, mais là, on est bon, c'est la Tour. Grosse course des Français l'an dernier avec le Mollard qui fait 10, Gaudu qui a un peu lâché sur la fin, mais qui fait une très belle course aussi, et la Tour qui fait top 10 aussi. Voilà, ça fait donc 3-0, mais il va y avoir une énumération qui va pouvoir coûter 4 points. C'est la dernière, il n'y a plus que ça. Exactement, il n'y a plus que ça. Mais elle peut être potentiellement longue, ça dépend si vous êtes bon ou si vous n'êtes pas bon, les gars. On va voir ce qui va s'afficher. Donc ça concerne le Tour de Lombardie. On va voir tous les podiums s'afficher. Ça m'énerve d'avance, j'avais fait, tu sais pourquoi. Je viens de dire. Mais... je te dis. Allons-y. On peut y aller en barco. Donc des noms ont été cachés, tout simplement. On va passer ligne par ligne, on va aller du plus récent au plus vieux. Tant que vous les trouvez, on continue Est-ce qu'on peut le mettre à remonter. Est-ce qu'on peut le mettre en barco aussi, s'il vous plaît? Les mecs comme ça, donc commencer. on part de 2016. Non, on part de 2019. Mais il est déjà mis 2019. Ouais, mais il est déjà mis, non, oui, mais on doit trouver le deuxième de 2019. Vas-y. Ah oui, d'accord, c'est la ligne. Polo, j'avais pas compris. peux commencer. Chavez. On peut le mettre En 2019 Mais non, en 2019, c'est marqué. Non, il veut que tu mettes le deuxième. Il veut que tu dises le deuxième de 2019. Voilà, le nom qui est caché. Deuxième de 2019. Qui était le deuxième en 2019? Qui gagne le sprint Je vais dire Bernal. Mais non, mais regarde, c'est un espagnol. Il y a la mais oui, non, mais moi je suis complètement défoncé. J'avais pas vu. Valverde, pardon. Valverde Polo, exactement. Qui a terminé deuxième en 2018? Nibali, c'est bon. Qui a terminé deuxième en 2017? Alaphilippe. Alaphilippe Polo, exactement. Bonne réponse. Qui a terminé premier en 2016? Chavez. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est trop facile. Esteban Chavez. Je sais que tu le savais. Deuxième, du coup, Valverde. Qui a terminé deuxième en 2015? Valverde. Ce n'est pas Valverde. Mais tu peux rester dans le jeu si par hasard, Robin. Et je dois trouver 2015 ou 2014? Doit trouver qui a gagné en 2014. Dan Martin. Dan Martin, exactement. Voilà. Bravo, Robin, qui a donc remporté ce quiz. Quoi. On peut continuer. On va pas continuer pour oui, mais c'est bon, il a gagné. Oui, ça a été assez long de toute manière. Voilà, il y avait, ça aurait pu durer longtemps. C'est dommage, Daniel Moreno, mais parce qu'après c'était facile, c'était Rodriguez, Zog. Mais moi je me serais planté. Il y en a eu plein d'autres, les gars. Je me serais planté sur Maïka, je l'aurais pas trouvé le polonais. On peut regarder le calendrier de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à photographier ce jeu-là, à le faire à vos amis. Le calendrier de la semaine, on le rappelle, avec le Critérium du Dauphiné qui aura lieu de mercredi à dimanche. C'est pas moi le calendrier. Hein. Tu veux présenter, Polo? Critérium du Dauphiné qui aura lieu de mercredi à dimanche. Le Grand Piémontais qui aura lieu mercredi. Le Tour de Lombardie samedi. Et le Tour de Wallonie, on n'en a pas parlé, mais de dimanche à mercredi prochain. Je ne vais pas faire offense au Tour de Wallonie, je ne vais pas le regarder, je ne vais pas m'y intéresser. Il y a déjà beaucoup trop de courses et beaucoup trop de courses intéressantes pour se concentrer là-dessus, sans faire offense à nos amis. On en parle de dimanche à mercredi quand il n'y aura pas de vélo et que tu verras une petite article avec Marc Sarro qui peut gagner un sprint. Ouais, peut-être qu'on va se brancher sur Eurosport pour regarder le Tour de Wallonie. En tout cas, moi, c'est sûr que j'y serai. Merci Robin. Merci à toi, Joseph. Merci mon Polo. Merci à toi Joseph pour l'ensemble de ton œuvre. Merci à toi. Bravo Polo pour le quiz et on se retrouve pour... Ok, bravo Polo, j'ai gagné. Non, c'est lui qui a gagné. Oui, c'est vrai. Il a gagné. Allez, c'est bon. À la semaine prochaine. Ciao les rouleurs, bisous. Effectivement. Bisous. Difficile.